Bonjour à tous. C'est une expérience un peu particulière pour tout le monde. Nous faisons notre grand forum de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play en visioconférence. C'est une première. Nous sommes en train de faire les différents réglages. Nos différents intervenants visiblement sont tous prêts. Je vais donc donner la parole pour commencer cette table ronde consacrée, bien sûr, dans le cadre de cette recherche permanente, l'esprit sportif, à la violence, la discrimination, au communautarisme. Je cède la parole au président de l'association AFSVFP. Entraînez-vous, c'est un très bon exercice de diction. Il est également vice-président du CNOSF, Jean-Pierre Mougin. Bonjour Jean-Pierre, c'est à vous. Bonjour Frédéric et merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce forum d'un format, ça vient d'être dit, inhabituel, mais dicté, comme vous en doutez, par les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons. Parmi les participants, il y a ceux que vous verrez à l'écran au cours des 3 tables rondes qui vont se succéder. Et puis il y en a un certain nombre qu'on ne verra pas, mais qui seront quand même présents. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits pour ce forum, ce qui démontre bien l'intérêt des différents sujets abordés. Ce forum, initialement prévu en mars, a dû être reporté à 2 reprises, malheureusement, pour finalement se dérouler aujourd'hui en visioconférence. La visioconférence étant devenue, comme vous le savez, depuis quelques mois, l'outil de communication le mieux adapté à la crise sanitaire terrible que nous connaissons. Je souhaiterais en particulier remercier tous les intervenants d'un haut niveau d'expertise qui ont accepté de venir témoigner sur ces sujets très, très sensibles. Vous les découvrirez au fur et à mesure des tables rondes qui vont se succéder. Je voudrais aussi remercier particulièrement les animateurs des 3 tables rondes, journalistes spécialistes du sport et qui sont confrontés également malheureusement aux problématiques abordées dans le cadre de ce forum. Le public présent en visioconférence pourra poser ses questions via le chat et nous essaierons d'en faire une synthèse à la fin de chaque table ronde pour que nos invités des tables rondes, durant 20 minutes, puissent tenter d'y apporter des réponses. Je souhaiterais dire également que pour chaque table ronde, nous souhaiterions, nous, la FSVFP, Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, apporter des réponses concrètes aux 3 questions fondamentales que nous avons posées. La première, c'est comment mettre fin aux incivilités et violences dans les stades. C'est l'objet de la première table ronde. Comment les pouvoirs publics et le mouvement sportif peuvent-ils endiguer les dérives actuelles en termes de discrimination? Ce sera la table ronde. Enfin, comment prévenir le communautarisme et la radicalisation dans le sport? Ce sera l'objet de la 3e table ronde. Vaste programme qui, je l'espère, nous permettra au moins de tracer ensemble aujourd'hui des débuts de réponse et des voies de progrès pour l'image du sport qui souffre malheureusement d'une image dégradée, souvent relayée par les médias. Lors de la réunion du G20 qui s'est tenue ce week-end, le président du CIO, Thomas Bach, a d'ailleurs tenu à rappeler que les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo devaient être ce grand symbole de solidarité mondiale, exempt de toute forme de discrimination, et a appelé les États membres à soutenir et à participer à cet objectif. L'ensemble des interventions faites au cours de ce forum feront l'objet d'un rapport complet sous forme d'un ouvrage qui sera distribué l'an prochain et que nous ferons parvenir à l'ensemble des participants. Nous devions d'abord distribuer ce jour, si ce forum s'était tenu en présentiel, une réimpression d'un ouvrage réalisé à l'occasion des entretiens de Rueil en 1981, il y a près de 40 ans, sous le parrainage de Nelson Payou, ce nom doit dire quelque chose à certains, sur le thème déjà de la violence dans les sports d'équipe et qui avait pour objectif d'apporter des solutions efficaces basées sur une analyse approfondie par les commissions médicales des fédérations des causes de cette violence. Cet ouvrage sera diffusé en même temps que celui consacré au forum de ce jour. En conclusion de ce mot d'ouverture, je dirais que ce forum illustre parfaitement notre volonté de défendre avec toutes les parties prenantes, État, mouvement sportif, médias, les valeurs du sport pour qu'il résiste aux nombreuses pressions dont il fait l'objet et qu'il conserve sa raison d'être initiale d'éducation, de formation, de santé, mais aussi de respect des autres et de soi-même. Voilà, je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, je repasse la parole à Frédéric Brindel qui animera cette première table ronde.
Merci Jean-Pierre Mougin. Nous allons dans un instant donc évoquer effectivement la grande question de cette table ronde numéro 1, comment mettre fin aux incivilités et violences dans les stades. Cette table ronde donc consacrée à la violence et le supporterisme. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que toutes les composantes de la question sont représentées. Nous aurons 5 intervenants que je vous présenterai dans un instant, mais la partie amateur, professionnelle, la vision européenne et puis également le vécu avec notamment nos arbitres, tout cela va être évoqué. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, et c'est la tradition qui le veut, et bien sûr c'est très attendu, avoir le mot du président du Comité national olympique du sport français, Denis Masseglia. Denis, bonjour, vous êtes avec nous. C'est à vous pour ce petit mot d'entrée avant donc d'aborder cette première table ronde. Denis. Merci Frédéric, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon. Un petit mot d'amitié pour Jean-Pierre qui s'est démené pour que ce colloque soit tenu. C'était pas si évident que ça de remettre. Et puis, ça représente aussi un investissement et moi je veux saluer à travers toi toute l'équipe qui t'entoure et grâce à laquelle ce colloque peut être tenu. On en attend pas mal de conclusions. Il y a beaucoup de participants, ce qui montre tout l'intérêt que le colloque peut représenter pour le sport, pour les fédérations, parce que nous sommes les uns et les autres préoccupés par la manière avec laquelle tout l'environnement sportif évolue, amplifié qu'il est par les réseaux sociaux qui sont à la fois quelque chose de fantastique, mais aussi quelque chose qui, lorsque ça n'est pas maîtrisé, peut entraîner quelques excès et on en voit dans tous les secteurs de la société. C'est quasiment un exutoire comme finalement le sont, j'allais dire l'été, non, le sont les stades depuis beaucoup d'années. Bon, moi qui suis quelqu'un qui va assez souvent au stade, et pas qu'au stade Vélodrome, je précise, pour pas qu'on me caractérise de supporter d'un seul club, mais je vais aussi dans d'autres stades, et pas simplement quand l'OM joue, pour voir comment les choses se passent. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus que sympas et qu'il faut préserver. Quand les supporters chantent, qu'ils encouragent, ça fait une ambiance, et on voit bien aujourd'hui, avec les matchs à huis clos, avec les matchs même à 1000 personnes, combien c'est pas la même chose que lorsqu'un stade vit, lorsqu'il est animé. Mais qu'est-ce que c'est beau quand il vit intensément pour promouvoir les couleurs, pour promouvoir les joueurs, pour applaudir sportivement. Il y a toujours malheureusement des difficultés à canaliser un public qui se laisse entraîner parfois sans comprendre les débordements dont il peut être l'objet, dont il peut faire l'objet. Ça fait probablement 30 ans, voire plus, que les dégagements d'un gardien de but sont systématiquement accompagnés du OIS, et je me permettrai de m'abstenir du mot qui suit, pour bien préciser toute l'estime et le respect qu'on porte au gardien de but adverse, qui n'y est pour rien dans l'histoire. Et ce qui, pour certains, pouvait apparaître comme relevant du folklore, prend aujourd'hui une dimension plus importante parce que finalement, c'est la démonstration que lorsqu'on tolère quelques petites accroches à un code déontologique dans le comportement des supporters, eh bien, petit à petit, cette tolérance devient une habitude et après tout, pourquoi pas faire plus important dans le non-respect, dans la manière avec laquelle on peut monter les insultes, et cette violence verbale, petit à petit, laisse la place parfois à une violence physique. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que la question comment vaincre les incivilités et la violence dans les stades, elle ne trouvera pas de réponse immédiate. Je crois que comme tout sujet qui touche au sport, il n'y a pas de miracle, si ce n'est de vouloir que les solutions puissent trouver leur terme au bout peut-être parfois d'une génération.
C'est pareil que pour les aspects sociétaux du sport. Ceux qui voudraient avoir des résultats immédiats se trompent. C'est un travail de longue haleine, mais si on ne l'aborde pas, si on ne le prend pas en main dès à présent, forcément qu'on retarde encore plus l'échéance et que l'on augmente les risques d'amplification du dispositif. Alors oui, merci encore une fois à l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play. Je préfère le dire en entier plutôt qu'avec les lettres les unes après les autres. Il faudra quand même le simplifier, Jean-Pierre. Hein. Je ne sais pas si ça fait partie de la gouvernance, mais association pour le fair play, ça serait beaucoup plus simple finalement. Et donc, parce que tout découle du fair play, et donc c'est vrai que la promotion de cette valeur essentielle au sport doit être au cœur de la préoccupation pour la suite. Donc, merci à toutes et à tous pour votre engagement, pour votre participation. J'espère qu'il en sortira quelque chose qui, de toute façon, pour produire ses effets, devra être appliqué par beaucoup et à long terme. Voilà. Merci de votre attention. Bon débat à toutes et à tous. Et puis, merci encore une fois à l'association et à Jean-Pierre pour la promotion des valeurs du sport, de l'olympisme et qui sont aussi les valeurs de la République. Merci Denis Masseglia, le président du CNOSF. C'est vrai que finalement, elle est plus facile à prononcer l'appellation globale, Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, que le FSVFP. Je vous confirme, c'est la première fois que ça arrive. Nous l'avons. Merci beaucoup, Denis Masseglia. Nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais demander en régie aussi, puisque nous avons une petite régie, tout est organisé, de nous envoyer chaque intervenant que je vais vous présenter avant de les écouter. Alors, les intervenants donc de cette première table ronde, nous recevrons Mathieu Robert, qui est chef de projet à la Fédération française de football. Il va concrètement vous dire ce qui est à la disposition du football amateur pour avancer et pour enrayer, alors le président le disait, non pas stopper la violence, mais en tout cas la freiner. Notre deuxième intervenant, c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, Arnaud Simanski du Racing Club de Strasbourg. Il est officier de liaison supporter. Au départ, c'est un ultra et à l'arrivée, il est membre de ce club. Il fait un lien. On a peut-être trouvé finalement la solution pour que le lien s'installe sur des bases exceptionnelles. Voilà pour notre deuxième intervenant. Le troisième intervenant va nous expliquer Ronan Evin, qui est depuis peu d'ailleurs, le président de Football Supporter Europe, qui va nous donner une bonne nouvelle, lui. Il nous le dira dès le début, c'est que finalement, la situation en France est loin d'être la pire quand on compare avec nos voisins européens. Mais il nous dira aussi pourquoi la France a eu des problèmes et pourquoi elle a avancé. À tout à l'heure, Ronan. Nous recevons aussi quelqu'un que vous connaissez bien. Il a arbitré son premier match en D2 à Laval-Ancenis. C'était son premier match professionnel en 1991. Ça l'a amené jusqu'en 2007. 350 matchs arbitrés au plus haut niveau. Et puis cette fameuse finale Coupe de France 2005 qui est la récompense ultime pour notre meilleur arbitre, Bruno Dorien. Enfin, nous conclurons et puis nous avancerons dans le débat avec quelqu'un qui représente aujourd'hui une institution qui fait foi, Thibaut Delaunay. Il est le chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. C'est un commissaire de police qui travaille pour le ministère de l'Intérieur et qui lui aussi va nous dire concrètement quelles sont aujourd'hui les armes, sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui sont justement à disposition de ceux qui doivent faire en sorte que tout se passe bien. Quelles sont ces armes pour avancer? Et on a beaucoup avancé depuis ces derniers temps. Voilà pour nos 5 intervenants. Messieurs, vous avez 6 minutes chacun. Ce qu'il y a de bien avec l'ordinateur, c'est qu'on voit le décompte. Il est 10h18. À 10h24, on en aura terminé. Donc Mathieu Robert, très vite avec vous pour la Fédération française de football. Est-ce qu'on peut faire déjà, Mathieu, un premier point sur le poids de l'activité du football amateur? C'est considérable, alors un poids de l'activité au niveau sociétal. Oui, bonjour en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Oui, c'est important de contextualiser le football amateur et du coup mon intervention. On parle sur une saison à peu près normal, entre guillemets, d'1 million de manifestations par an. Ce million de manifestations, c'est à la fois à peu près 700 000 matchs officiels et 300 000 matchs amicaux, rassemblements, manifestations, tournois. Donc on est sur une volumétrie qui est extrêmement conséquente.
mais qui représente un peu le football amateur. On s'appuie sur 15 000 clubs. On est encore sur ces chiffres-là cette année. Et sur une saison à peu près normale, on est sur 30 000 matchs par week-end. Voilà, en sachant les clubs de foot sont ouverts du matin au soir, pratiquement tous les jours, et des fois même très tard le soir. Et à ça, vous ajoutez les manifestations de week-end. Donc 30 000 matchs à peu près par week-end. Voilà, ça c'est pour le contexte un petit peu de l'activité football amateur sur l'ensemble du territoire. Après, si je peux rentrer dans un peu la stratégie fédérale en matière de violence. Alors peut-être parler d'un premier outil oui. vraiment là qui est considérable. On appelle ça l'Observatoire des comportements. C'est un outil de travail pour les organisateurs et pour tout le monde du football amateur. Oui, vous avez raison d'insister dessus et c'est parfait que vous me lanciez ainsi. Quand il s'agit de violence, la première étape, c'est la quantification du phénomène. Il faut savoir de quoi on parle et il faut être capable de produire des données objectives, parce que ces données objectives vont être traitées ensuite. Oui, l'Observatoire des comportements est un outil qui existe depuis 2006 et qui permet à chaque ligue, à chaque district et à la fédération d'enregistrer les matchs qui ont été concernés par des incidents graves. Donc les incidents graves, qu'est-ce qu'on entend par là? Il faut aussi être capable de qualifier les incidents. Ce sont des propos grossiers ou injurieux, les actes racistes ou discriminatoires, les agressions physiques, mais qui ont lieu avant, pendant ou après la rencontre et qui sont provoqués à la fois par des joueurs, mais aussi par des spectateurs. Tout ce qui a lieu, tous les incidents enregistrables ou qui se produisent dans le cadre de l'environnement, dans le cadre du match ou de son environnement, tout ça va servir à alimenter l'Observatoire des comportements. C'est un outil informatique qui permet à chaque ligue, à chaque instance régionale, à chaque district, instance départementale, d'avoir une photographie de la situation. L'Observatoire des comportements leur donnera les rencontres à risque automatiquement, leur donnera également les clubs les plus concernés par les incidents et leur donnera également une photographie des catégories les plus concernées. Et ces données objectives-là sont partagées ensuite à la fois par les districts en interne, sur des commissions internes, mais aussi avec les partenaires du football amateur, que sont notamment les forces de l'ordre. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur des chiffres aussi, sur la saison 18-19, qui était la saison entre guillemets la plus complète, nous avons sur 670 000 matchs officiels enregistré près de 13 000 matchs concernés par des incidents. Donc pour les mathématiciens que vous êtes, on est sur 1,8% à peu près de matchs concernés par des incidents graves, mais au cours des 5 dernières années. Et on a ces chiffres-là à partir de tout ce qui est remonté, de tout ce qui est déclaré comme incident au district, aux ligues, à la fédération qui organisent les matchs. Voilà. Alors Mathieu, donc il y a l'importance du signalement, il faut que ce soit bien sûr crédible et ça évidemment charge à vos équipes de s'en occuper, mais ce qui est important c'est aussi de dire qu'il y a des sanctions et qu'il y a un dispositif aussi d'anticipation et de médiation. Oui, vous avez raison. Ce qui est très important, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait des données qu'on a, avec qui on les partage et comment on les partage. Il faut partir du principe qu'on a que tous les incidents les plus graves nous sont signalés. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais la réponse, elle est à plusieurs niveaux. La réponse, elle est d'abord au niveau du district ou de la ligue. Elle est disciplinaire. Ça veut dire les agresseurs identifiés font l'objet d'une sanction et d'un accompagnement derrière pour la mise en œuvre de cette sanction-là. Après, la réponse, elle est aussi dans l'organisation du match retour. Elle est dans l'organisation de l'accompagnement du club concerné par les incidents. Ça, c'est pour le côté instance, la réponse de l'instance avec les chiffres. Après, du côté de l'autorité administrative ou de la préfecture, par exemple, avoir des informations et les partager avec eux, c'est nécessaire pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que les forces de l'ordre participent des fois à l'organisation des rencontres à risque. Lorsque vous avez des données objectives, lorsque vous avez une communication entre les directions départementales de la sûreté publique ou sécurité publique et le district, localement, quand les deux partagent des informations et échangent, le match sensible, il est parfaitement organisé. Parce que là, on parle de tranquillité publique, on parle d'action sur la voie publique, c'est donc nécessaire que le district se rapproche de l'autorité administrative. Et l'autre forme de réponse avec l'autorité, c'est les interdictions administratives de stade. C'est quelque chose qu'on voudrait, nous, à tout prix, généraliser, mais dans la mesure du possible. Vous avez des actes qui sont graves, des violences faites aux arbitres, des propos racistes. Ce sont des éléments qui sont tellement graves qu'il est nécessaire parfois de faire interdire l'individu de stade. C'est une réponse qui servira de prévention de la récidive, c'est une mesure de police administrative, mais c'est une mesure forte. Les districts qui ont l'habitude de prononcer ce type d'incident ont au cours des 10 dernières années une baisse significative des agressions envers arbitres.
C'est une mesure préventive qui est en complément, qui vient juste avant une réponse pénale. Et je fais le point avec la dernière autorité avec laquelle il faut travailler plus, c'est l'autorité judiciaire. Parce qu'il y a des incidents qui sont graves, qui sont des délits ou des infractions, qu'il faut partager avec le procureur et le parquet. Pas forcément pour une réponse judiciaire, mais pour une mesure alternative aux poursuites judiciaires. Alors Mathieu, nous allons conclure cette partie, mais on va y revenir parce que j'imagine qu'il y a énormément de questions, c'est tellement intéressant. Peut-être conclure sur ce rôle éducatif que vous avez. Il y a des classeurs qui sont proposés aux clubs volontaires et ça, en fait, c'est une aide, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans l'anticipation avec les clubs. Vous avez raison de m'arrêter parce que je suis capable de partir dans tous les sens. Oui, le troisième point, en fait, c'est le troisième point de la stratégie fédérale, c'est la nature des messages qu'on donne aux licenciés. On n'est pas que dans la réaction, on est aussi dans l'anticipation et la prévention. Il y a pour moi 2 actions fortes. La première, c'est ce qu'on appelle le programme éducatif fédéral. C'est un classeur avec des fiches pratiques qu'on distribue aujourd'hui à 6000 clubs pour les jeunes, donc on touche 1 million de gamins grâce à ce dispositif-là. Que des fiches pratiques pour expliquer aux enfants les règles de vie, et les règles de vivre ensemble, le respect de soi, le respect des autres. Il faut donner un cadre éducatif et social aux gamins pour en faire des citoyens responsables autant qu'en faire des sportifs accomplis. Donc le programme éducatif fédéral est une initiative développée pour la première fois dans la Ligue des Pays de la Loire avant 2014 et un dispositif qui était expérimenté par le Fonds d'action du football. En 2014, on a rassemblé tout le monde et on a généralisé ce programme éducatif fédéral, donner des messages éducatifs avec des fiches pratiques très concrètes pour les entraîneurs et pour les joueurs. Et l'action fédérale se poursuit également sur la nature du message qu'on développe. C'est-à-dire que maintenant, à nos licenciés, nous avons changé leur manière de leur parler. Nous avons créé des vidéos et co-créé des pièces de théâtre pour expliquer à nos licenciés les risques encourus en cas de mauvais comportement. Et quand vous expliquez à vos licenciés, si vous touchez un arbitre, vous risquez de la prison en plus d'une sanction disciplinaire ou parfois à la place d'une sanction disciplinaire, le message change, l'attitude change, le regard change. Quand vous l'expliquez par des vidéos et quand vous l'expliquez notamment par des pièces de théâtre, je peux vous dire que la prise de conscience des enfants, elle est tout autre, mais y compris des parents qui assistent aux séquences. Merci Mathieu Robert. Vous restez bien sûr avec nous parce qu'il va y avoir le temps de l'échange après. Mais nous allons, alors autant avec vous, nous évoquions la question du football amateur. Nous allons maintenant évoquer la question du football professionnel avec Arnaud Szymanski. Au départ, il fait partie de ces ultras strasbourgeois qui sont des références. Hein. On parle des Lensois, il y a aussi le public strasbourgeois. On peut dire que ça se passe souvent très très bien. Alors, on va ouvrir le micro d'Arnaud Szymanski et puis fermer celui de Mathieu Robert. Et peut-être Arnaud Szymanski dire comment vous êtes en partant de ce rôle, on va dire, d'organisateur de la vie des ultras strasbourgeois, devenu officier de liaison au sein même du club. Vous avez été recruté par toutes les équipes du Racing Club de Strasbourg pour faire ce lien. Alors déjà, ce parcours, comment ça s'est fait? Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai un parcours atypique. Je suis un ancien membre des Ultra Boys 90, donc j'ai été membre actif pendant plus de 10 ans. Bureau directeur, ancien capot des UB 90 également. Ensuite, j'ai pris un petit peu de recul, tout en gardant toujours des contacts avec le club, étant donné que quand j'étais leader du groupe, je m'occupais des relations avec le club et tout ce qui est extérieur au groupe. Donc du coup, de par ce poste-là, j'étais en lien direct et régulier avec le club. Ensuite, les postes de référents supporters ont été créés depuis 2016 et le club est revenu vers moi pour me demander si c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser ou pas, en sachant qu'il y avait forcément des avantages à être référent supporter avec un poste de salarié au sein du club, mais ça voulait aussi dire arrêter complètement la vie associative au sein des Ultras, où j'avais de toute façon déjà pris beaucoup de recul, et donc j'ai accepté ce poste au sein du club. Donc au début c'était un poste à la mission, on va dire, au week-end, et finalement les missions sont devenues tellement importantes que c'est devenu un poste à temps plein en CDI au sein du club. Alors Arnaud, on peut dire que maintenant, désormais, chaque club professionnel a ce référent, fait cet officier de liaison. Il y a 2 options, c'est soit quelqu'un de la direction qui délègue auprès des supporters un membre de son équipe, soit, et c'est votre cas, donc en général, quelqu'un qui représente les supporters et qui intègre le club. C'est peut-être plus facile quand il n'y a pas 36 groupes d'ultras qui peuvent être en plus en rivalité. Là, on va dire qu'à Strasbourg, c'était possible. À Strasbourg, c'était possible. Après, je pense que dans tous les clubs, c'est possible. Après, il faut mettre de la bonne volonté de la part des clubs. Alors, même si oui, effectivement, il y a certains clubs où
où il y aura beaucoup de groupes de supporters et faire l'unanimité auprès de tous, ça va être compliqué parce qu'il y a des idées politiques qui rentrent là-dedans. Donc, il y a certains endroits où ça peut être un petit peu plus compliqué d'ordre général. Si les clubs mettent de la bonne volonté, ils peuvent trouver quelqu'un. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est faisable. Aujourd'hui, beaucoup de clubs préfèrent prendre la facilité et dire, le responsable billetterie va s'occuper, va être référent supporter en même temps, le responsable marketing va être référent supporter en même temps. Et finalement, on se rend compte que c'est pas compatible. Ça ne fonctionne pas. Là où ça fonctionne bien, c'est quand c'est une personne extérieure au club qui intègre le club, une personne qui connaît le monde des tribunes, qui connaît les coutumes du monde des tribunes, et c'est là que ça fonctionne. Alors, la lutte contre le hooliganisme, c'est j'imagine, le quotidien de votre désormais travail. Il y a un axe de réflexion, donc bien sûr, qui se met en place avec le club, mais vous êtes finalement en lien avec la Ligue déjà, et plus généralement le gouvernement. Ça fait partie du quotidien. Moi, en tant que référent supporter, je suis en lien avec toutes les institutions qui tournent autour du foot et autour d'un match du Racing. Si on se déplace demain à Bordeaux, je vais être en lien avec la préfecture à Bordeaux, je vais être en lien avec les référents, les renseignements territoriaux de Bordeaux, avec le référent supporter de Bordeaux, avec la Ligue si besoin. Toutes les institutions qui tournent autour du match, je serai en lien avec eux et je vais prendre les informations pour pouvoir distiller les informations ou aux supporters ou aux autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un référent, Arnaud, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un référent policier parce que là, c'est la clé, on va vraiment gratter un petit peu parce que vous le demandez, ça. Oui, on le demande. Alors aujourd'hui, grâce à la Fondation Nivelle, il y a eu plusieurs matchs sous expérimentation avec un policier référent. J'ai eu la chance de participer à plusieurs de ces matchs et clairement, c'est un plus pour l'organisation d'un match, c'est un plus pour les supporters. Et c'est un plus pour les autorités, parce que il y a un seul interlocuteur, il n'y en a pas 10. Il y a un seul interlocuteur. Quand il y a un problème sur place, il y a un policier qui décide ou qui en tout cas le porte-parole des autres. Et c'est sûr que c'est un gros avantage. Au même titre que pour les autorités, avoir un référent supporter, ça les aide. Donc du coup, bien évidemment que nous aujourd'hui, moi en tant que référent supporter à Strasbourg, si demain on me dit qu'il y a des policiers référents partout en France, je suis plus que preneur. Donc voilà, clairement une réponse apportée et on en parlera tout à l'heure avec notre invité commissaire de police aussi, Thibaut Delaunay, parce que ça fait partie de ses souhaits. Vous pourriez nous donner un petit exemple? Alors en préparant ce débat, Arnaud, on a rigolé parce que c'est un petit clin d'œil qui fait sourire. La question des toilettes, quand on a fait 6-7 heures de bus, concrètement avec cet exemple, on va savoir finalement comment une situation toute bête peut dégénérer. De manière toute simple, donc à Paris, et encore le responsable de la police qui nous a reçus en réunion de préfecture était vraiment très très bien et ça se passe très très bien avec lui. Mais le problème, c'est que voilà, à Paris, quand on arrive sur le site du Parc des Princes et quand on a décidé des choses 3 jours avant, le jour du match, tout est différent parce qu'il va y avoir 4-5 responsables de police différents qui vont prendre des décisions différentes, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été décidé en réunion de préfecture. Pas de policiers référents sur place, forcément, vu que le dispositif n'est pas en place à Paris. Et finalement, quand il y a 4-5 bus avec notamment des familles, parce que là on parle d'un match qui a été boycotté par les ultras, qui arrivent et qu'il y a des enfants qui vont aller aux toilettes, il y a un policier qui se met devant et qui dit non, vous restez dans le bus. Pourquoi? Parce que. Donc on a 50 maman pipi et 50 j'en ai marre, et après au bout du compte ça pète. Après, au bout du coup, ça met de la tension et surtout, ça fait des enfants. Moi, je me rappellerai toujours de la tête de cet enfant qui se retrouve devant un policier avec un bouclier, une matraque qui l'empêche de sortir. On est dans un périmètre sécurisé, ils vont voir un match de foot. S'il n'y a pas d'association de type ultra ou que les autorités craignent, elles ne sont pas là. Tout le monde est au courant. Non, on a un policier qui a décidé maintenant vous restez dans les bus. Mais que ce soit pour ça, que ce soit pour aller acheter à boire, aller acheter à manger, peu importe. Ils ont fait 2 heures de bouchon dans les périphes, sur le périph' à Paris. Et à un moment donné, un policier référent réglerait tout de suite ce problème parce que j'aurais un interlocuteur qui dirait sur place, écoutez, on peut les laisser sortir parce qu'ils sont dans un périmètre sécurisé, il n'y a aucun risque. Donc arrêtons d'être cons et puis laisser sortir ces personnes, point barre, tout simplement.
Voilà, concrètement, avec l'exemple d'Arnaud Szymanski, comment faire avancer les choses et puis comment éviter finalement que ça ne dégénère, même si là, on est bien sûr sur des bases de gens qui sont dans une démarche positive. Après, on ne peut rien faire contre ceux qui sont réfractaires à tout. Mais au moins, là, on a fait. Vous restez bien sûr avec nous, Arnaud Szymanski. On va évoquer, j'imagine qu'il y aura plein de questions, notamment, n'hésitez pas à poser des questions sur le phénomène ultra à Arnaud, parce que c'est vrai que ce phénomène, il est au cœur. Oui, un petit rajout très rapidement pour être bien dans les temps, Arnaud? Oui, Frédéric, juste pour vous dire que même pour les plus réfractaires et pour les plus virulents, qui ont participé à des matchs avec les policiers référents, notamment sur Strasbourg-Saint-Étienne, on sait que la population des supporters stéphanois peuvent être agités. Tout s'est très bien passé parce qu'il y a un dialogue et parce que les associations de supporters, que ce soit les Magic Fans ou les Green, ont vu comme quoi tout le monde était là pour que ça se passe au mieux. Et tout s'est très très bien passé. Donc je pense qu'à partir du moment où tout le monde voit qu'il y a de la bonne volonté dans toutes les parties, on peut vraiment bien travailler. Et moi, pour avoir été acteur et donc témoin sur plusieurs matchs plus ou moins compliqués, je peux vous garantir que même les plus virulents, ils ont compris et ils ont plutôt apprécié les policiers référents. Merci Arnaud Szymanski. Nous allons donc maintenant évoquer le cas européen avec Renan Evin. Renan Evin qui s'occupe de ce réseau de supporters européens. C'est une association qui a été créée en 2008. C'est un relais avec les institutions européennes, que ce soit l'UEFA, le Conseil européen. Renan Evin est donc directeur général depuis 2016 de Football Supporters Europe. Je pense qu'il va arriver plein pot en images. On tâtonne. Là, on est encore avec Arnaud. Bonjour Ronan, vous êtes là, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut faire déjà un point sur la situation en Europe? Est-ce que Ronan Evin est là? Bonjour, vous m'entendez? Parfait, c'est bon. Alors déjà, situation en Europe, et je le disais tout à l'heure en préambule, vous allez nous dire que la France est loin d'être le cas le pire. Oui, la situation en Europe, c'est un peu compliqué de la résumer en quelques mots. La difficulté on a des cultures du supporterisme qui sont très différentes d'un pays à l'autre. On a des infrastructures également qui sont complètement différentes. On a des pouvoirs publics qui répondent également différemment à ces cultures des tribunes. Ce qui est important, c'est qu'on a un cadre commun. On a un cadre commun au niveau de l'UEFA. On a un cadre commun également au niveau du Conseil de l'Europe avec des polices, des pouvoirs publics des différents pays européens qui travaillent ensemble. Et nous, côté supporters, la difficulté qu'on va avoir, c'est que notamment les supporters visiteurs vont être un peu le dernier maillon de la chaîne. Et ce qu'Arnaud mentionnait tout à l'heure, la difficulté du supporter visiteur à appréhender les conditions d'accueil, à trouver des interlocuteurs dans la ville d'accueil, elles sont démultipliées au niveau européen puisqu'on se déplace dans un pays dont on ne connaît pas forcément la langue, les codes, dont on ne sait pas forcément à quoi s'attendre à l'arrivée, et avec des conditions d'accueil qui, d'un pays européen à l'autre, peuvent être très différentes. On va parler du cas français, donc, qui fonctionne assez bien, même si, puisqu'on parle de l'Europe, la France a organisé l'Euro 2016, et là, il y a eu des ratés. On se souvient des heurts à Marseille avec quelques supporters, notamment russes. Enfin, il y a eu plein de situations où la France a été un petit peu pris de court, justement par rapport à cette dimension que vous évoquiez, Ronan. En revanche, on peut dire qu'à partir de cet Euro 2016, il y a plein de choses qui ont évolué. Loi Braillard qui s'était saisie déjà des questions, mais qu'est-ce que ça a changé? Effectivement, la loi Braillard ou la loi à l'arrivée, la loi du 10 mai 2016 a changé pas mal de choses dans le dialogue structuré. L'Euro 2016, de manière générale, ça a plutôt été une occasion ratée sur toutes les questions de prévention de la violence, de réponse à la violence autour du sport. On s'est enfermé dans un modèle assez ancien de réponse répressive uniquement, qui était très en retard sur un certain nombre de pays européens, et les pouvoirs publics français sont restés relativement hermétiques à ce qui se faisait ailleurs, aux bonnes pratiques qui se faisaient en Europe, aux mécanismes de coopération policière, etc. Et c'est une occasion ratée dans le sens où, comme on a pu le voir sur d'autres compétitions, je pense notamment à la Pologne en 2012, un euro, c'est l'occasion justement de repenser la façon dont on fait les choses et de voir ce qui peut être amélioré dans un contexte en plus qui était compliqué avec la menace terroriste. Mais voilà, ça a été dans les grandes lignes un rendez-vous raté.
Ce qui n'a pas empêché de construire là-dessus après. Vous l'avez dit, donc la loi du 10 mai 2016, mais qui est rentrée en vigueur après l'euro, et avec progressivement un changement d'approche, à la fois côté supporter avec une structuration de l'ANS côté supporter de club, mais également des investis français côté supporter de l'équipe de France, qui sont tous les deux des membres de Football Supporter Europe, et un renouvellement des personnels à la Ligue, à la FFF, à la DNLH, qui a permis de créer une culture de dialogue autour du foot en France. La loi du 10 mai 2016 a joué un rôle prépondérant là-dedans, dans le sens où elle a créé l'instance nationale du supporterisme, qui est cette instance, ce terrain neutre où l'ensemble de ces acteurs peut échanger en désaccord, en accord. On a régulièrement des désaccords, mais on a créé cette culture du dialogue. J'ai la chance d'y siéger, Arnaud Szymanski également. Et le fait d'avoir ce terrain neutre qui permet un dialogue sur la durée, qui permet de confronter les idées, des visions également, de créer une culture du consensus autour des tribunes, ça nous a permis de rattraper un retard structurel qui était très important sur ce dialogue, qui était très important sur la question de l'officier de liaison supporter, où la France avait un retard considérable. Et justement, en 3 ans ou 4 ans, on a rattrapé une grande partie de ce retard, et on est aujourd'hui dans une situation plutôt favorable. Alors, on peut parler peut-être de la directive Nunez, et une idée force finalement, c'est le recours aux sanctions individualisées. Et là, d'un point de vue philosophique, ça change tout, Ronan, parce que quand on est sur des sanctions collectives, finalement, on ne satisfait personne et on n'avance pas. En revanche, la possibilité de cibler, ça change tellement. Bien sûr. Alors, ce qui a changé, donc le directive Nunez de l'année dernière, c'est sur les interdictions de déplacement, avec un recours qui était certainement excessif de la part des pouvoirs publics et des préfectures aux interdictions de déplacement, qui n'étaient pas toujours justifiées et qui entraînaient en plus un déploiement policier équivalent à celui d'un déplacement. Donc, on était dans un mécanisme qui était dur à justifier, qui avait assez peu d'impact sur le terrain, et ce que fait à ce moment-là le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, c'est justement de créer un cadre et de revenir à la situation d'origine, qui était que les interdictions de déplacement sont une exception et ne doivent pas en aucun cas être la règle. Et on a vu une diminution drastique du recours aux interdictions de déplacement après ça. La question des sanctions collectives et des sanctions individuelles, c'est le dernier grand chantier pour l'instance nationale du supporterisme, ou du moins le chantier suivant. C'est-à-dire qu'on a mis en place en France tout un mécanisme de sanctions qui est très poussé. On a en France trois types d'interdictions de stade qui peuvent être émises par la justice, par le pouvoir administratif ou par un club. On a le dispositif le plus poussé en Europe d'interdiction de stade, et donc on a ce qu'il nous faut aujourd'hui avec des stades modernes et avec des mécanismes d'interdiction de stade pour avoir recours uniquement à la sanction individuelle. Malheureusement, notamment du fait de la politique disciplinaire de la Ligue, on a encore recours massivement à la sanction collective, c'est-à-dire la fermeture de tribunes, c'est-à-dire la fermeture de stades. Et comme je pense tous les participants à ce séminaire le savent, une sanction, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit légitime, il faut qu'elle soit proportionnée, il faut qu'elle soit comprise, expliquée, et qu'elle ait en final un impact positif à la fois sur le foot, mais sur la société. Les sanctions collectives ne répondent pas à cette exigence. Donc on est encore en retard là-dessus. La Ligue et la FFF sont parmi les dernières instances sportives en Europe à avoir recours à la sanction collective. Ça existe encore au niveau UEFA, mais ça s'explique notamment par le fait que l'UEFA a à voir avec des niveaux d'infrastructure et de développement très différents d'un pays à l'autre, mais au niveau national, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, pour citer les grands championnats, n'ont absolument pas recours à la sanction collective. Enfin, on peut, parce qu'il va peut-être falloir conclure, mais on va y revenir avec le jeu des questions-réponses, Ronan, mais juste peut-être pour conclure sur cette idée, c'est-à-dire que cette sanction individualisée, on peut d'autant plus la mettre en place aujourd'hui avec les caméras de vidéosurveillance qui sont de plus en plus installées, etc., etc. Très court pour un petit mot à rajouter, Ronan, avant de passer au prochain intervenant.
Oui, journal intervenant de la FFF a appelé à une généralisation des interdictions administratives de stade. Il faut être très prudent là-dessus parce que c'est un mécanisme qui est assez mal cadré, qui est très souvent dénoncé devant les tribunaux et qui du coup n'a absolument pas ne répond pas à l'exigence d'une sanction légitime, solide et qui puisse permettre justement à la fois à la personne qui est sanctionnée et puis à la société de manière générale d'en profiter et d'avancer derrière. Donc attention aux interdictions administratives de stade, c'est un mécanisme qui demande un cadrage beaucoup plus fort que ce qui est le cas actuellement. Merci Ronan. Nous allons maintenant donner la parole à Bruno Derrien. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Bon, on s'est souvenu quelques bons moments. Le Laval-Ancenis qui a marqué son début en D2. Je suis allé le chercher, hein. Celui-là, Bruno Derrien, la finale de la Coupe de France 2005. Je voudrais aussi dire que après votre arbitrage professionnel qui s'est arrêté en 2007, vous avez écrit des livres, notamment un qui a été un grand succès en 2009, À bas l'arbitre. Et puis vous avez aussi écrit SOS Arbitre. Avec vous, Bruno, j'aimerais donc en branchant votre micro, il faudra brancher votre micro, j'aimerais peut-être qu'on évoque des cas concrets d'agression en tant qu'arbitre. Comme tous les arbitres, vous avez commencé par le monde amateur. Comment ça se passe? Un ou deux exemples rapides, déjà au niveau amateur. Juste une précision, mon deuxième bouquin c'est SOS Arbitre, SOS Vidéo. C'était en 2010 avant la Coupe du Monde que j'avais écrit ce bouquin et depuis lors, je me suis un peu ravisé, puisque même si c'est pas le thème du débat ce matin, je suis pas sûr que la VAR résout tous les problèmes du football, mais au contraire, en provoque d'autres. Alors, pour revenir à la violence, bien sûr que les arbitres sont malheureusement en première ligne, et notamment dans le monde amateur. Moi-même, j'ai été agressé à 2 reprises lorsque j'étais jeune arbitre en Bretagne, non pas par alors une fois par le père d'un joueur. J'avais expulsé son fils, c'était à Guingamp, en levée de rideau d'un match de Ligue 2, Guingamp-Tours, l'ancien stade de Guingamp, le stade Montbareil. Et j'avais eu le tort, probablement aux yeux de Guingampais, d'expulser le capitaine. Et le père m'attendait donc dans le couloir qui mène au vestiaire après la rencontre. Il m'avait asséné un coup de tête. Et une autre fois, l'affaire avait été étouffée. Ça, c'est pour la petite histoire. Et une autre fois, c'était dans mon club à Brest, parce que je suis brestois d'origine, donc j'étais arbitre assistant. Enfin, à l'époque, on les appelait des juges de touche, qui avaient des pouvoirs extrêmement limités. Vous savez, on devait juger à la fois le hors-jeu, les sorties de touche et les corners, mais en aucun cas signaler les fautes des défenseurs dans la surface, parce que la surface incombait à l'arbitre, elle était sous la responsabilité de l'arbitre. Et il y avait eu, c'est vrai, un contact entre le défenseur de mon club et un attaquant de l'équipe adverse, que l'arbitre n'avait pas jugé utile de sanctionner. Et donc, l'attaquant est venu vers moi et m'a donné un coup de genou dans le ventre. Voilà, c'est arrivé ces 2 agressions. Je me souviens ma mère de me dire écoute, tu vas arrêter l'arbitrage parce que tu fais pas ça pour prendre des coups. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage à tous ces jeunes arbitres amateurs qui, pour assouvir leur passion, prennent des fois des risques. Alors moi, j'ai pas les chiffres de l'Observatoire de la délinquance du football. Notre monsieur qui est intervenu tout à l'heure doit les avoir, mais j'ai quand même le Mathieu Robert, oui. Mathieu Robert, que les chiffres augmentent considérablement. Je voyais en Ligue de Paris, ils ont doublé ou triplé en 3 ans. Donc, il y a encore eu, il n'y a pas longtemps, le cas d'une jeune femme arbitre agressée en banlieue parisienne. Alors, c'est pas par les supporters, je crois que c'est très souvent par des joueurs. Enfin, bref. Donc, il est grand temps, de mettre un terme à tout ça. Alors, il y a eu la loi Lamour, l'ancien ministre. Bruno, peut-être, on va y revenir, parce qu'on a sur tout l'artifice juridique un autre intervenant. Intéressons-nous maintenant au cas concret d'agression d'arbitre au niveau professionnel. Alors, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même contexte que ce que vous venez de nous dire au niveau amateur, parce qu'il y a quand même des garde-fous pour les arbitres professionnels. Oui, d'abord, les arbitres professionnels sont très bien protégés, et heureusement. Alors, on verra rarement, c'est arrivé des fois, un arbitre bousculé sur un train, mais c'est quand même assez rare. Pourquoi? Parce que c'est des matchs, des mois et des mois de suspension, donc c'est quand même leur métier aux joueurs, donc ils font attention à l'arbitre quand même. Et puis les arbitres agressés par des supporters, il y en a peu, très peu, heureusement d'ailleurs. Il y a eu quelques années en arrière, notamment il y avait notre collègue là de Strasbourg c'était Nelly Viennot, si mes souvenirs sont bons, qui était arbitre assistante sur le derby Strasbourg-Metz. Un pétard avait explosé près de son oreille
Et le match avait été interrompu, elle avait quitté le terrain, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une civière, et le match avait été donné à rejouer. Et c'est même les arbitres français, par solidarité avec Nelly Viennou, avaient refusé de diriger ce match. Et c'est un trio d'arbitres bulgares, si mes souvenirs sont bons, qui étaient venus arbitrer ce match. Voilà, de mémoire comme ça, j'ai pas le souvenir, et tant mieux d'ailleurs, d'arbitres frappés victimes de jets de projectiles sur le terrain, parce que les arbitres au plus haut niveau sont protégés. Ils ont d'autres difficultés à gérer, mais celle-là, moins, je trouve. Alors, bon, en tout cas, merci pour cette cartographie, Bruno. On va rentrer dans les propositions concrètes que vous faites. Vous voulez notamment beaucoup axer la réflexion sur la mise en place. Elles existent déjà, les tables rondes. On en a parlé avec Arnaud Szymanski, notamment les tables rondes entre supporters, forces de l'ordre, les clubs, etc. Mais pourquoi ne pas y inclure les arbitres? Ça, c'est votre cheval de bataille. Alors, juste un petit mot aussi sur l'ambiance dans les stades. Pour avoir eu la chance d'avoir arbitré à Marseille, Strasbourg, Saint-Étienne, Lens. C'est beau un stade avec des supporters et rien ne remplacera le public. Quand on voit aujourd'hui les tribunes virtuelles, des bandes sonores qu'on met en place, des astuces pour mettre un peu d'ambiance, tout ça ne remplacera pas bien sûr les supporters. C'est tellement triste de voir le football aujourd'hui, ou le sport en général, avec des tribunes vides. Donc voilà, un stade c'est beau quand ça vibre, quand il y a des tifos, quand une tribune répond à l'autre. Je trouve ça extraordinaire. Et en tant qu'arbitre, on n'est pas aussi insensible à ça. Moi, j'ai vécu de grandes émotions dans les stades en France et en Europe. Et les faits de violence, je trouve, sont imputables à une petite minorité qu'il faut neutraliser. Et c'est une petite frange qui vient en fin de compte dans les stades, non pas pour le sport, mais pour la violence et pour en découdre. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut neutraliser parce qu'ils font un mal considérable après aux autres supporters et après un amalgame qui est mis en place. Mais il faut quand même aussi avoir un rôle éducatif et justement les arbitres doivent être, parce qu'on va revenir sur la question, Bruno, il faut que les arbitres soient associés aux réflexions parce que si on parle parce que les arbitres aussi, ça change tout. Je vois que les associations de supporters se structurent et c'est très bien parce qu'il faut que les instances fédérales, que la Ligue et des interlocuteurs identifiés face à eux pour faire passer des messages, pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Il y a des tables rondes qui doivent être organisées, des réunions. Il faudrait y associer les arbitres parce qu'ils ont peut-être aussi des idées. Faire passer des messages. Qu'est-ce que c'est l'arbitre? Pourquoi il est là? Quelle est sa mission? Quelle est sa vocation? Pour faire partager peut-être aussi auprès des supporters nos difficultés pour qu'ils nous comprennent mieux et pour ainsi que certains slogans ne soient plus repris dans les stades parce qu'ils font aussi mal aux arbitres. Alors c'est le journaliste télé là qui vous pose la question. Pourquoi ne pas justement lorsqu'il y a des questions après match, le VAR aujourd'hui permet d'analyser. Est-ce que finalement il ne serait pas de bon ton que l'arbitre explique ses décisions pour éviter qu'il y ait 1000 interprétations finalement? Donner la parole aux arbitres. Tu as entièrement raison, cher ami. D'ailleurs, on va prendre un exemple à date. Ce week-end, il y a eu un Monaco-PSG. Où le PSG s'est vu refuser un but. Le troisième but du Paris Saint-Germain a été refusé pour un hors-jeu. Et on aurait aimé entendre les arbitres après le match ou la direction technique de l'arbitrage lundi expliquer pourquoi l'arbitre avait refusé ce but. Ça aurait fait d'abord tomber la pression et ça aurait surtout donné la version des arbitres. Vous avez raison, l'arbitre doit faire preuve de pédagogie, expliquer ses règles. Quand on s'est trompé, et ça m'est arrivé moi aussi, comme à tous mes collègues, sans faire des actes de contrition, il s'agit d'expliquer les choses en disant, voilà, j'ai pas pris la bonne décision à la vision des images, j'en suis navré, mais de là où j'étais, j'ai vu telle action. Voilà, je pense que la grandeur d'un arbitre, c'est aussi de savoir reconnaître son erreur. Par contre, ce qu'il faut éviter, ce sont des actes de contrition tous les week-ends, parce qu'à un moment donné, c'est la réputation, c'est le professionnalisme de l'arbitre qui pourrait être remis en cause. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Mais vous avez raison, tous les acteurs communiquent, il faut entendre la voix des arbitres ou à défaut, celle de leurs représentants, celle qui les dirige. Ce serait bien d'organiser tous les lundis, par exemple, une conférence de presse avec Pascal Garibian ou un chargé de communication de la fédération qui expliquerait, voilà, dans telle action, il y a eu telle décision qui a été prise en vertu de telle règle. Ça ferait tomber le soufflet. Merci Bruno. Nous allons maintenant accueillir Thibaut Delaunay, donc chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Il est commissaire de police, donc il travaille pour le ministère de l'Intérieur. Bonjour Thibaut Delaunay, vous êtes avec nous? Bonjour Frédéric.
Comment allez-vous? Ah bah parfait. Écoutez, ça se passe bien. On sait qu'il y a quelques petits décrochages de temps en temps, mais bon, on y arrive hein, à ce forum en visioconférence. Ce n'est pas simple. Vous avez pu écouter tout le monde. Alors, vous allez faire un petit peu office de conclueur. Je sais pas si c'est un néologisme, mais bon. Mais déjà, je voudrais qu'on fasse avec vous le point sur la situation à la fin des années 2000, parce que ça change pas mal de choses à ce moment-là. Il y a le fameux plan Leproux sur les interdictions judiciaires des stades, et là, ça a marqué une évolution dans la gestion de la violence. Tout à fait. Merci Frédéric. Alors juste en préambule, je voudrais rappeler que mon propos va essentiellement porter sur le football professionnel, mais que évidemment les enjeux de violence ne concernent pas que le football professionnel. C'est là qu'on les retrouve les plus nombreux, mais évidemment ils concernent également le foot amateur, on en a parlé, mais bien évidemment d'autres disciplines sportives et sur lesquelles on travaille bien entendu. Alors sur le point que vous évoquiez, donc oui, on part de ce constat qu'à la fin des années 2000, on est dans une situation un peu difficile en France, situation qui est marquée notamment par deux événements dramatiques aux abords du stade du Parc des Princes, avec la mort de 2 supporters parisiens en 2006 puis en 2010, qui a conduit à la fois le club du Paris Saint-Germain et les pouvoirs publics à prendre des décisions drastiques pour enrayer et casser la dynamique de la violence autour du football. Donc voilà un peu la situation et le point de démarrage de la lutte contre la violence autour du sport. Bon, il y a une deuxième phase qui est la phase du dialogue. Celle-ci, alors elle fait bien quand on entend, elle fait du bien quand on l'entend. Évidemment, ça change tout. Il y a la loi 2016 notamment. On l'a déjà un petit peu évoqué. À partir de ce moment-là, concrètement, comment on a commencé à dialoguer? Oui, alors effectivement, avant cette phase de dialogue, on a toute une période de production législative avec l'arrivée de nouvelles lois et de nouveaux dispositifs. Tout à l'heure, Ronan Evin en parlait avec les interdictions de stade, les interdictions de déplacement, les différents types d'interdictions d'ailleurs. Puis il en a parlé, on a l'interdiction judiciaire, l'interdiction administrative, l'interdiction commerciale. Donc, tout ça a été fait pour casser cette dynamique. Il y a eu la création de la division nationale de la lutte contre le hooliganisme en 2009, donc qui est spécifiquement dédié à ce sujet. Et puis, on est rentré donc depuis 2016, fort heureusement, dans une nouvelle phase de dialogue. Ça s'est concrétisé, vous le disiez, par la loi 2016, la loi à l'arrivée, où cette loi reconnaît réellement le supporter comme un acteur du sport. Donc, c'est vraiment important de le dire, puisqu'elle a notamment créé l'instance nationale du supporterisme, qui a pu regrouper des interlocuteurs de tous horizons, de tout sport d'ailleurs, c'est pour ça que je le précisais en préambule, de tout sport, le ministère des Sports évidemment, le ministère de l'Intérieur, la Justice, les fédérations. Alors j'ai entendu Bruno Derrien qui expliquait que ça serait bien qu'on y intègre aussi les arbitres, et je suis tout à fait d'accord. Plus on va élargir le panel de personnes qui participeront à ces réflexions, plus ces réflexions aboutiront à des décisions intéressantes. Et cette loi, elle a eu le gros intérêt de créer et d'officialiser la fonction de référent supporter qu'Arnaud représente aujourd'hui, puisqu'elle a donné obligation à tous les clubs professionnels d'avoir un référent supporter au sein du club. Et comme le disait Arnaud Zimanski, ce qui est important, c'est que ce soit une fonction unique. Il ne faut pas que ce référent supporter ait double, triple casquette au sein du club. Il faut que ce soit quelqu'un d'unique. Après, il faut cibler le bon profil. Est-ce qu'il doit être issu des tribunes, comme c'est le cas d'Arnaud? Est-ce qu'il doit être issu des instances du club? Il n'y a pas de règle en la matière, mais l'important, c'est qu'on cible le bon profil. La loi, vous avez Thibaut, là aujourd'hui des dossiers qui sont en place, des axes de réflexion. Alors vous pouvez nous en livrer quelques-uns. Il y en a un sur lequel on a parlé lorsqu'on a préparé ce forum, notamment l'histoire des sièges ou pas, debout ou pas. Voilà, ça fait partie des réflexions. Exemple de travail qui a été constructif au sein de l'instance nationale du supporterisme. Il y a différents groupes de travail qui se sont mis en place, et notamment, et Ronan pourrait en parler tout aussi bien, notamment un groupe de travail concernant les tribunes debout. Les fans de football ne sont pas des fans qui veulent rester sagement assis sur leur siège dans le stade. D'ailleurs, les fans de tout sport,
Et il demandait depuis longtemps à ce qu'on revienne à des tribunes plus populaires et plus vivantes, et ce qui impliquait des tribunes debout. C'était un gros enjeu. Il y a eu de grosses discussions, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, et force est de constater que ça marche. Ça marche, ça n'a pas créé plus de violence dans les stades. Les supporters sont contents, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, reste à savoir si ça pourra être décliné dans tous les stades, puisqu'après, on se heurte à des contraintes liées par les instances européennes, notamment pour l'organisation de matchs internationaux. Mais c'est une vraie avancée, et exemple d'un sujet qui a abouti. D'autres sujets sont en cours de réflexion, notamment sur la pyrotechnie, qui est un sujet aussi très sensible. Les fameux fumigènes. Hein, ouais. Les fameux fumigènes. Et donc, il y a des groupes de travail et des réflexions sur ce sujet. Donc, on ne désespère pas d'aboutir sur des sujets qui sont quand même des sujets importants et sensibles sur ce qui se passe dans les stades. Enfin, et oui, vous l'avez évoqué, je voudrais revenir moi sur ce qui a été évoqué notamment par Arnaud sur le policier référent. Donc, c'est une initiative qui a été lancée dans le cadre de la Fondation Nivelle. La Fondation Nivelle est une fondation franco-allemande qui porte le nom du gendarme Daniel Nivelle, qui avait été sauvagement agressé en marge de la Coupe du Monde 98 en France. C'était à Lens, c'était à Lens. C'était à Lens, tout à fait, dans le cadre d'un match Allemagne-Yougoslavie. Et donc, on a réfléchi à différents systèmes qui pourraient permettre d'améliorer encore le dialogue entre les pouvoirs publics et les supporters, et de fluidifier un peu la transmission d'informations et l'organisation des rencontres. Je l'ai dit tout à l'heure, l'important, c'est de la préparation en amont. C'est ce qu'a apporté la loi de 2016, où on oblige les préfectures à faire des réunions préparatoires bien en amont des matchs, où on regroupe autour du préfet toutes les parties prenantes, donc les référents supporters, les clubs, les pouvoirs publics, etc. Maintenant, quand on arrive sur le jour du match, il est important, comme l'a dit Arnaud, que les supporters aient un interlocuteur unique. C'est un peu la difficulté pour eux, puisqu'il y a les services d'ordre mis en place autour des matchs sont parfois conséquents, avec des autorités de police parfois nombreuses, et il est difficile pour eux d'identifier le bon interlocuteur. Donc l'idée qui a émergé de cette Fondation Nivelle, c'est de désigner un policier qui serait le référent des supporters visiteurs, qui les accueillerait, qui les prendrait en charge dès leur arrivée sur la zone, qui resterait avec eux pendant tout le temps de la rencontre, qui essaierait de déminer certaines situations qui parfois sont des situations un peu ubuesques, comme a pu le décrire Arnaud, et qui pourrait déminer largement la situation pour éviter qu'on arrive à une situation de tension, et parfois qui pourrait déboucher sur des situations de violence. Donc, il y a eu pas mal d'expérimentations. Malheureusement, ça a été coupé dans son élan par l'arrivée de la crise sanitaire et le premier confinement. On ne désespère pas de pouvoir reprendre rapidement ces expérimentations et de les décliner sur l'ensemble des clubs professionnels. Évidemment, ce sont des dispositifs qu'on teste sur le milieu du football, mais qui ont vocation à être développés sur les autres sports, qui pourraient à terme être touchés par ces phénomènes de violence. Merci beaucoup Thibaut Delaunay. Alors est venu maintenant le moment des questions j'allais dire du public. Bon, c'est en visioconférence. Alors oui, il y a un public en visioconférence effectivement. Sophie Marchal est avec nous. Elle a compulsé ces questions. Elle va nous en proposer quelques-unes. Peut-être avant, elles apparaîtront les questions. Mais est-ce que l'un d'entre vous 5 qui est intervenu, la voici, Sophie Marchal. On a déjà une première question, Sophie, ou pas? Alors Sylvie, c'est mieux quand même. Mais pourquoi oui, j'ai dit Sophie? Parce que je crois que dans le conducteur ils ont marqué Sophie. Ah ben voilà, c'est pour ça. Ben vous avez peut-être une sœur qui s'appelle Sophie. Alors est-ce qu'il y a des questions? Pas du tout. Oui, il y a des questions. Alors je vais partager mon écran. Voilà. Alors, les premières questions concernent le football et vous verrez qu'après, il y a quand même une demande du public qui est là avec nous pour parler des autres sports parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé là jusqu'à maintenant ce matin. Mais pour le moment, les premières questions concernent le foot. Est-ce que je vous laisse la lire, Frédéric? Vous voulez que je la lise? Ok, les sanctions sont-elles les mêmes dans chaque district? Je pense qu'il y a une personne qui est vraiment bien placée pour y répondre. C'est Mathieu Robert. C'est à vous, Mathieu.
Oui, merci pour la question. Les sanctions, alors, sont les mêmes, oui et non. Alors, c'est un peu ambigu comme réponse. Il y a un barème de référence qui vaut pour l'ensemble des districts et l'ensemble des ligues. C'est un barème de référence qui est proposé par la fédération avec des peines planchers. Les districts et les ligues ont la liberté d'augmenter ou pas les sanctions. Donc, il y a un barème qui est proposé par la Fédé et les ligues et districts, dans le cadre de leur espace de liberté, ont la possibilité de faire d'augmenter ou pas le barème des sanctions proposées par la Fédé. Bon, Sylvie, vous ne vous appelez toujours pas Sophie, donc je vous pose bien une nouvelle question. Sylvie, avez-vous une autre question? Oui, tout à fait. Là, c'est Karim qui peut-être, alors je ne sais pas si on a le temps, aimerait bien prendre la parole sur un dispositif qui a été mis. Alors ça, malheureusement, ce n'est pas prévu. Vous savez qu'on est tenu. Maintenant, je lis la question. Le dispositif Espace Réparation lancé dans la Marne à la demande du ministère des Sports est stoppé après 10 années de fonctionnement suite à un non-financement de l'Agence nationale du sport. Je souhaiterais intervenir à ce sujet. Alors, c'était pas prévu, désolé. Maintenant, je vois Mathieu Robert qui a l'air de bien maîtriser ce sujet. Oui, ce dispositif est une réponse partenariale entre le délégué du procureur ou substitut du procureur, j'ai un doute sur le mot, et un district. Et l'initiative a été lancée dans le Var il y a 15 ans. En fait, il s'agissait de recevoir un licencié qui avait commis des incidents graves et de lui proposer une mesure alternative aux poursuites judiciaires. Ce dispositif Espace Réparation né dans le Var a été développé ensuite dans le district de la Gironde et ensuite a été approprié par le ministère des Sports et développé par le district de la Marne, auquel d'autres disciplines sportives se sont associées. Mais c'est un exemple de partenariat qu'on voudrait renouveler et on a aussi, nous, du mal foot à généraliser ce type de dispositif-là. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une forme de réponse pédagogique éducative pour éviter les sanctions judiciaires. Question suivante, Sylvie. Suite. Alors, à la Ligue de football de Normandie, nous mettons en place une cellule d'écoute tous les lundis matins pour permettre aux officiels d'échanger et de livrer leurs impressions afin que cela puisse renseigner les instances dirigeantes sur certains clubs. Pourquoi ne pas généraliser cette initiative? Ça sent encore une réponse de Mathieu Robert, finalement. Alors, il y a des dispositifs qui existent déjà dans certaines ligues avec des commissions dédiées au sujet. Nous, on a un dispositif avec le comité éthique et sport, avec lequel on travaille sur les violences sexuelles, mais qui accompagne également les victimes des agressions. Mais il faut leur signaler les incidents. Et nous, à la fédération, on réfléchit pour mettre en place une cellule également pour recevoir et traiter les incidents les plus graves et y apporter une réponse en complément de la réponse de la ligue ou du district. Mais encore une fois, on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité du partage d'informations le plus tôt possible pour accompagner les victimes avec les outils qu'on a et les partenaires experts qu'on a, exemple le comité éthique et sport. Mais la question est bonne et l'idée est bonne et mérite d'être réfléchie. Eh bien voilà, ça sert aussi à ça, ce forum. Peut-être une autre question, et puis après on fera réagir chacun de nos invités aussi pour une espèce de petite conclusion. Serait-il possible de partager le classeur dont a parlé Monsieur Robert, c'est encore à vous, si ce n'est pas déjà fait avec les autres fédérations? Existe-t-il en version dématérialisée? Alors on peut rappeler, je ne sais pas si vous l'avez dit, que c'est sous le volontariat, hein, finalement, sous le régime du volontariat. On ne peut rien obliger, mais la preuve, ils sont demandeurs. On incite effectivement les clubs à s'intégrer et à participer au programme éducatif fédéral. On a des leviers pour ça, des leviers incitatifs, mais ça doit venir des clubs eux-mêmes. Sur l'outil, oui, il va être présenté et partagé sur le site du ministère des Sports dans la rubrique Sport et Intégrité. Il va être intégré également dans la boîte à outils du CNOSF. Il est disponible sur Google, sur le site de la Fédération française de football. Et même chose pour les données de l'Observatoire des comportements. Depuis 2008, tous les ans, on publie à la presse. Donc, on fait des conférences de presse quand on le peut, mais on publie nos chiffres à la presse et on s'appuie sur l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc, on s'appuie sur des experts pour publier nos outils en rappelant que tout ce que j'ai dit là et tout ce qu'on fait là, c'est la volonté du président de la fédération qu'on exécute avec l'appui de la Commission fédérale citoyenne. Donc, il y a aussi une organisation qui rend légitime ce qu'on fait et qui nous rend possible de publier le plus grandement possible l'ensemble de nos bonnes pratiques. Et on a des fédérations qui se sont déjà rapprochées de nous, à la fois pour le programme éducatif fédéral, mais aussi pour généraliser l'Observatoire des comportements, parce que les incidents, il y en a dans tous les sports. Et c'était un petit clin d'œil, une question venue de la Fédération française de handball où je me trouve. Vous voyez le mur d'images avec toutes les questions, puisque après j'aurai le plaisir d'aller voir l'équipe de France de handball féminin qui se prépare. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le sport féminin sera l'objet de la deuxième table ronde, d'une manière générale consacrée aux discriminations. Donc bref, vous restez bien avec nous. Une autre question, on a parlé essentiellement du football. Quid des dispositifs dans les autres sports? Nous y sommes, rugby, volley, hand. Je pense qu'on peut peut-être donner la parole
parole finalement à Thibaut Delaunay parce que la division nationale de lutte contre le hooliganisme, il l'a dit, ça ne concerne pas que le football. Fait, donc, comme je vous l'indiquais, évidemment, les phénomènes de violence sont particulièrement prégnants dans le monde du football, mais on constate qu'il y a également des sujets sur d'autres sports, notamment et essentiellement, tels les exemples cités, les sports collectifs, et notamment sur les sports à l'occasion de compétitions européennes. Ça devient une problématique, d'autant que les clubs de sport sont parfois des clubs omnisports, et donc les supporters les plus violents peuvent parfois passer d'une discipline à l'autre, mais tout en assouvissant leur passion de supporterisme qui peut parfois être violent. Donc c'est pour ça que nous suivons avec attention les autres sports, et on a constaté d'ailleurs depuis le début de la crise sanitaire et une réduction drastique des jauges de spectateurs dans les stades de football, un report soit sur le football amateur et les clubs où il y avait moins de services d'ordre, on va dire, ou sur les autres sports, où pareil, le dispositif de sécurité autour de ces sports était peut-être moins développé, et donc il y a une grosse attention qui est portée sur ces domaines. Nous sommes en lien avec les fédérations également, donc il y a une vraie vigilance, mais encore une fois, je tiens vraiment à dire que tout ce qui est fait autour du football a vocation à être décliné sur les autres disciplines sportives, et que l'important, encore une fois, c'est la préparation en amont et le dialogue qui peut être émergé. Après, si on a des comportements déviants, on ne pourra pas en passer par autre chose que de la répression. Force de rester à la loi, évidemment. Merci Sylvie Marchal pour les questions. Il est temps de conclure. Je voudrais justement refaire un petit tour avec nos différents intervenants pour conclure. Peut-être à Bruno de Rien, parce que il existe les journées de l'arbitrage, et la question précédente qui faisait référence au volleyball, au handball et aux autres sports collectifs. On a aussi dans cette démarche nécessaire on va dire d'instruction de la problématique, aussi des sports avec des règles très difficiles à comprendre. Je pense que notamment le handball est soumis à pas mal de règles qui laissent beaucoup d'interprétation à l'arbitre. Et là aussi, finalement, dans tous ces autres sports, il y a cette problématique bien prégnante, finalement. Bruno. Tu as raison. Je crois qu'il faut rappeler sans cesse que arbitrer, c'est interpréter. Donc ça, c'est les gens qui n'ont pas compris que ça relève de l'interprétation d'un homme n'ont rien compris. Et comme toute interprétation, elle est foncièrement subjective. Je prends l'exemple, moi je me souviens quand on était en stage avec Michel Vautreau, Marc Bata à Clairefontaine, on travaillait donc sur des séquences de jeux. Et ils nous interrogeaient, donc les arbitres dans la salle, quelle aurait été votre décision face à telle action? Et il n'y avait jamais l'unanimité. Et c'est normal, parce qu'on a chacun sa perception des choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, vous disiez la difficulté de certaines règles à être comprises du grand public. Moi, j'avais participé une fois à un débat avec des arbitres de rugby, avec des gens du rugby. Je lui disais, mais moi je suis assez jaloux des arbitres de rugby parce qu'ils ne sont jamais contestés. Ils dégagent une sérénité sur le terrain, ils font preuve de pédagogie, ils expliquent leurs décisions, les joueurs opinent du chef. Il y a un vrai respect de l'arbitre. Parce que je vois et on rappelle, Bruno, d'ailleurs, que sur Canal+, il y a un micro qui est placé au niveau de l'arbitre qui explique finalement. Et j'allais en venir. Et d'ailleurs, ça peut aussi éduquer et participer à l'éducation du public. Tout ça, les téléspectateurs, tout au moins. Qui comprennent la décision de l'arbitre, qui fait œuvre de pédagogie. Et les joueurs opinent du chef, ils acceptent leur décision. Alors qu'au football, on parle beaucoup de football, je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ce matin, l'arbitre, c'est quand même très souvent sous la pression physique des joueurs. De plus en plus, on voit régulièrement des arbitres entourés qui reculent sous la pression des joueurs. Fut un temps moins maintenant, lorsqu'il s'y fait un penalty, des fois il était obligé de reculer 10 mètres, l'arbitre. Ces images-là sont inacceptables et ils font beaucoup de mal parce que le devoir d'exemplarité existe et il faut le rappeler sans cesse parce qu'un arbitre molesté, mis en difficulté au plus haut niveau, c'est des dizaines d'arbitres qui le dimanche seront aussi en grande difficulté. Et pour terminer, un exemple qui me revient, je me souviens quand Florent Maurice jouait à l'OM, un jour il avait marqué un but avec l'OM et fou de joie, il avait pris sa chaussure de foot et il avait jeté dans la tribune, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Et le coup était prémédité parce qu'il y avait une autre chaussure qui était prête près de la touche pour lui remettre. Et bien, le week-end qui a suivi, ce sont des centaines de godasses qui ont atterri dans les tribunes en amateur. Vous voyez, quand c'est ça, c'est sympa, c'est pas méchant. Et que c'est un arbitre qui est mis en difficulté, qui est mis à mal, là, c'est plus compliqué ensuite pour mes collègues. Voilà, c'est pour ça que moi, je leur tire un grand coup de chapeau, parce qu'il faut quand même rappeler que si le sport n'a pas été inventé pour les arbitres, il ne peut y avoir de sport sans arbitre. Évidemment. Dans les questions que Sylvie nous relatait, il y avait souvent finalement l'appel à et les autres sports et les autres sports. C'est vrai que le football est malheureusement victime de la violence, comme la société l'est, parce que le football est finalement une cartographie assez fidèle. Et juste pour compléter, l'arbitre détient l'autorité sur un terrain. C'est lui qui fait autorité. Comme aujourd'hui, il y a un refus de l'autorité, un recul de l'autorité. On le voit tous les jours. Malheureusement, à l'école, dans les familles, l'autorité parentale, des fois, a disparu. Eh bien, la première forme d'autorité que rencontrent les gamins, c'est celle d'un arbitre dans tous les sports. Et comme ils n'ont pas l'habitude, très souvent, et ça arrive qu'ils réagissent très mal face à la sanction et qu'ils la comprennent pas. Les mots de la société. Ronan Evin, une question pour aller dans le sens de notre débat. Football supporter Europe. On est bien d'accord que la problématique ne concerne pas que le football. Je prenais un exemple. On évoquait en préparant ce débat, Ronan, sur la question par exemple du Partizan et de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. En basket, c'est la même sentence, quoi. Finalement, on est d'accord que ce n'est pas que le foot, hein. Non, bien sûr, pour des raisons sociales, culturelles, historiques, le foot est le sport qui a le plus de supporters et qui a le supporterisme le plus engagé. Mais évidemment, d'autres sports collectifs, principalement le basket, le hockey, ont des mêmes formes de supporterisme un peu radicales. Et je pense que la DNLH le sait aussi bien que nous, et les interlocuteurs qui peuvent avoir l'INS dans le basket notamment le savent sur certains matchs européens, notamment qui se jouent en France avec des clubs des Balkans, turcs ou russes. On peut avoir une même forme de supporterisme radical. C'est des mécanismes similaires. Donc le sport ne joue pas, tout n'est pas effectivement lié uniquement au sport, mais plus à la culture qu'il peut y avoir autour. Une dernière petite question pour ce dernier petit tour de table dans la première table ronde. Arnaud Szymanski, on a évoqué tout à l'heure ce qu'on peut appeler le phénomène ultra. Ultra, en fait, il y a deux manières de voir les choses. C'est sans les ultras, finalement, il n'y a peut-être pas l'âme de la vie autour d'un club. On prend souvent l'exemple des Lensois, des Strasbourgeois que vous êtes, mais aussi sans les ultras, il n'y aurait pas ces espèces de bagarres qui de temps en temps sont un peu la marque de fabrique quand même. Alors c'est quoi le phénomène ultra aujourd'hui? Est-ce que il faut pas réformer l'appellation? Est-ce que on peut vivre avec le phénomène ultra? Moi je pense qu'on peut très bien vivre avec le phénomène ultra, et après il faut effectivement tout est une question d'appellation. Aujourd'hui dans les stades, tout sport confondu, vous pouvez avoir des ultras, des supporters tout à fait classiques, des indépendants, des hooligans. Quand on parle de bagarre dans les stades, citez-moi un exemple sur ces 15 dernières années de bagarre dans les stades en France. Voilà, entre ultras, là, j'en vois pas. Quand ça se passe dans la rue, effectivement, c'est deux types de supporters qui se donnent des rendez-vous, qui n'ont rien à voir avec les ultras. Les ultras sont là pour animer les tribunes, sont ultras, donc, excessifs, passionnés, mais toujours dans le monde des tribunes. Donc, mais c'est tout à fait possible de vivre avec des ultras dans les stades de foot, et on le voit à Strasbourg comme ça se passe, on le voit à Nantes, comme ça se passe avec les ultras, où ça se passe très bien. Alors oui, on va me dire, oui, mais à Bordeaux, par exemple, les ultras râlent. Non, ils contestent, ils sont contre la direction qui est en place. C'est pas pour autant qu'on peut pas vivre avec. Et quand on va à Bordeaux, en temps normal, on voit de très belles ambiances dans le stade. Donc, il faut juste bien mettre les bons termes sur les bonnes personnes. Faut pas confondre, mais souvent, effectivement, quand on parle de violence, on dit ultra. Quand il y a les gilets jaunes, il y a de la violence sur les Champs-Élysées, on dit, les ultras de gauche, ultra de droite, tout de suite, ultra. Ultra, ça fait peur. Mais si on prend le bon terme ultra dans les stades de foot, on verra que les ultras, c'est aussi des tifos, c'est des chants, c'est de la bonne ambiance. Et d'ailleurs, on le voit, quand à Saint-Étienne, par exemple, quand les tribunes sont fermées, il n'y a pas d'ambiance parce que les ultras ne sont pas là. Donc, pour moi, oui, il faut prendre la juste mesure, c'est-à-dire que les ultras ne doivent pas diriger les clubs, les clubs ne doivent pas diriger les ultras, tout le monde peut habiter ensemble, tout le monde peut cohabiter ensemble, mais pour ça, ça sera avec le dialogue, comme ça se fait actuellement de plus en plus en France.
Beaucoup d'éléments de réponse, en tout cas apportés par vous tous. Si je vous octroie, cher commissaire de police, 2 minutes de synthèse pour conclure cette première table ronde, Thibaut Delaunay, c'est possible en 2 minutes? Oui, je vais même essayer de faire moins. Juste dire qu'il faut bien se rappeler d'où on partait et qu'en moins de 10 ans, le chemin accompli a été énorme. C'est des pas de géant qui ont été faits, que ce soit en termes de dialogue ou en termes d'approche du phénomène de violence dans les stades. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y aura toujours malheureusement une frange peut-être minime de supporters qui n'accepteront pas de rentrer dans cette phase de dialogue et qui voudront rester complètement hors système. Ceux-là, il faudra les traiter peut-être avec le panel répressif, mais sinon, il faut quand même se rendre compte de tout ce chemin accompli et je pense que on est encore une fois sur le bon chemin. Messieurs, vous avez été absolument parfaits. Et alors, vous savez, à ce moment-là, on trouve les limites de la visioconférence parce que j'aurais tellement aimé vous faire applaudir par tout le public. Alors, on imagine qu'ils vous applaudissent. Vous restez bien avec nous parce que… On va s'applaudir nous-mêmes. Bah, peut-être, Bruno. Voilà. Donc, vous restez bien avec nous. On va voir la deuxième table ronde. J'aimerais qu'on marque une petite respiration. C'est les traditions dans les forums de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play. C'est Jacques Dupeyron qui est notre chanteur et qui a composé une chanson qui s'intitule « Si le sport pouvait soigner le monde ». Alors, Jacques Dupeyron va chanter en direct. Là encore, on est sur l'expérimentation puisque c'est en visioconférence. Et puis, tout de suite après, je vous explique comment ça se passe pour passer sur la deuxième table ronde. Je pense que Jacques est prêt. Alors, par magie, il devrait apparaître et la musique devrait commencer. Jacques, c'est à vous. Et bonjour à tous. C'est parti. Si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Banni le temps des guerres de religion, soyons unis par la même passion. Sans peur du vide et des a priori, vidons nos âmes de toute théorie. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Déchus, détrônés, les vieilles rancunes, restons unis dans les mêmes tribunes. D'un même élan, libérons notre cœur, nous y verrons la flamme du bonheur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait vraiment soigner la terre. Et si le sport Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux
et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur, de la naissance d'un monde meilleur, de la naissance d'un monde meilleur. Merci et bravo Jacques Dupeyron, merci beaucoup. Bravo, tout a bien fonctionné pour cette première table ronde. Dans un instant, la deuxième table ronde sur les discriminations. Vous aurez le plaisir de retrouver Jean-Philippe Loustic pour l'animer, puis David Sandona à partir de 13h30 pour la troisième table ronde sur communautarisme et radicalisation. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette première table ronde. Alors, je dois vous expliquer que vous allez être mis en attente dans la salle d'attente, précisément. Vous allez voir, vous êtes dans la salle d'attente et quand la table ronde suivante sera prête, à ce moment-là, vous allez réapparaître. Suivez bien le message qui est écrit sur votre écran. C'est nouveau, on a tâtonné, ça s'est bien passé jusqu'à présent, ça va continuer. Merci à vous tous, à bientôt, bon passage dans la salle d'attente et on se retrouve après. Au revoir.